Alors, aujourd'hui, on va continuer sur la partie poutre et on va faire des compléments de façon à pouvoir voir quelques sollicitations élémentaires que vous avez déjà vues d'ailleurs en TD, mais on va aller un petit peu plus loin ici. Et puis surtout, on va essayer d'améliorer la modélisation poutre parce que pour l'instant, cette modélisation poutre, elle a des petits problèmes dans sa formulation. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces petites choses. Alors, on va déjà commencer par voir ce qu'on appelle de la flexion combinée. Alors, c'est un grand mot pour dire des choses assez simples, hein. C'est simplement qu'on va avoir d'un moment suivant l'axe 2 et suivant l'axe 3, donc M2 et M3, qui sont non nuls. Donc, lorsque vous avez de la flexion combinée, le torseur des actions internes se réduit à T2, T3, les deux efforts tranchants, et M2, M3. En fait, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y a un lien, à cause des équations d'équilibre, entre T2 et M3, et entre M2 et T3, à cause des équations d'équilibre. Donc on ne peut pas dissocier la flexion combinée, c'est-à-dire M2, M3 non nul, avec T2, T3, il faut aussi qu'ils soient présents, puisqu'ils sont aussi non nuls. Donc le tenseur des contraintes de von Mises, lorsque vous êtes en flexion, il se réduit à quelque chose d'assez simple. Ici, donc, on a simplement une composante sigma A1 qui est non nulle. Et si vous reprenez les relations qu'on a obtenues la dernière fois, eh bien, vous allez voir que vous avez directement sigma A1 qui vaut x3. Je vous rappelle ce que c'est que x3, hein, c'est la composante suivant l'axe L3 du point P, le point courant dans la section. Et x2, c'est sa composante suivant L2. Donc vous voyez que ici, la contrainte normale, donc sigma A1, celle qui est parallèle donc à l'axe L1, qui est sur la facette d'axe L1 et dans la direction L1, et bien cette contrainte-là est non nulle, et vous allez avoir un profil donc dû à la flexion combinée. Étant donné que vous n'avez qu'une composante, la contrainte de von Mises est directement égale à ça. Donc ici, maintenant, on va pouvoir regarder ce qui se passe sur un point particulier de la section. On va regarder là où les points ont une contrainte normale, donc sigma A1, qui est égale à 0. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle l'axe neutre. Donc vous avez ici l'équation de l'axe neutre, c'est ni plus ni moins sigma A1 égale à 0. Sur la diapo d'après, vous allez voir en fait une représentation donc, dans le plan de la section, pour une section donnée, c'est la position de cet axe neutre. Donc vous constatez que si on n'a que de la flexion donc combinée, cet axe neutre passe par le centre de gravité. Et lorsque vous allez vous éloigner de cet axe neutre dans la section, eh bien vous allez augmenter en réalité la valeur absolue de sigma A1. Et donc vous allez pouvoir trouver là où sigma A1, qui est égal à la contrainte de von Mises, dans ce cas particulier, eh bien vous allez pouvoir trouver où se situe la contrainte maxi. Donc vous voyez ici mon axe neutre est incliné parce que j'ai à la fois un moment suivant M2 et suivant M3. Et donc le point le plus sollicité n'est pas à l'aplomb de L2, mais il est sur la plus grande distance entre delta et ma section. Et j'ai noté ce point ici, Pmax 1. Alors vous avez son pendant de l'autre côté, hein, qui est ici, qui est Pmax 2. Ce sont les points en fait qui vont être les plus critiques au niveau de la sollicitation. Donc c'est là où on va avoir la contrainte, la valeur absolue de la contrainte normale qui va être maximale. Donc si vous avez déterminé au préalable sur quelle section vous aviez M2 et M3 qui étaient maximales, maximaux on va dire plutôt, et bien à ce moment-là, dans cette section-là, ensuite vous pouvez calculer l'emplacement dans la section où le point est le plus contraint, soit en traction, soit en compression. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour le dimensionnement des poutres. Vous avez un TD, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, un exercice de TD, ça dépend des chargés de TD, qui traite en fait ce problème-là. C'est une section d'un tube carré, mais qui est évidé, et donc du coup, ça va vous entraîner effectivement de la flexion combinée, plus de la compression sur le tube. Alors, les solutions technologiques pour retarder la ruine quand vous êtes en flexion, si vous regardez un effort complet, donc avec en plus de la traction, donc là j'ai rajouté la composante due à la traction, c'est N1 en fait, ici j'ai oublié le petit 1, vous avez sigma A1 qui vaut N1 sur A c'est l'air de la section,
plus x3 m2 sur ig2, le moment quadratique, moins x2 fois m3 sur ig3. Alors, ce qu'a inventé M. Freycinet, donc la personne qui a donné son nom en l'amphi de génie civil, eh bien, c'est qu'on va pouvoir décaler l'axe neutre. En fait, vous voyez cet axe-là, là, on va pouvoir le décaler, par exemple, vers le haut, de façon à ce qu'en sollicitation de flexion, on n'ait que de la compression. Alors, c'est très important pour le béton, parce que si on fait ça, il se trouve, si on passe du béton en fait un tout petit peu dans un domaine de la traction, il va casser immédiatement. La limite d'élasticité du béton en traction est très très faible. Par contre, sa limite d'élasticité en compression est beaucoup plus élevée. Donc l'idée de M. Freycinet, c'était de dire, eh bien, on va augmenter ce terme-là pour qu'on soit systématiquement en compression avec sigma 1,1. Donc comment est-ce qu'il a inventé ça? Eh bien, il a pris des barres d'acier. Ça, c'est la première phase. Il tend les barres d'acier. Ensuite, dans une deuxième phase, il met ces barres d'acier dans un moule et il coule le béton. Il attend 80 jours pour que le béton sèche. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il coupe les barres d'acier qui étaient retenues par les deux efforts ici, qui sont des tirants. Et donc, les deux tirants, eux, ont envie de se rétracter. Et en se rétractant, comme s'ils sont solidaires du béton, puisqu'ils sont noyés dans le béton, ils vont comprimer la poutrelle en béton. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du béton précontraint, et ça consiste simplement à modifier la position de l'axe neutre, parce qu'ensuite ces poutrelles vont être utilisées en flexion. Donc toutes les poutrelles de béton vont ensuite être utilisées en flexion pour par exemple faire des planchers, des toits, et donc ça ne fonctionne que grâce à des poutres de béton précontraint. Alors l'autre façon aussi de retarder la ruine d'une poutre en flexion, ça va être par exemple de renforcer les couches externes par des matériaux à haute limite d'élasticité. Ce que vous avez ici, en fait, vous avez des matériaux sandwich, donc cette structure va travailler en flexion, et on va faire en sorte qu'elle ne soit pas trop lourde, donc on va mettre un matériau un peu poreux au centre. Par contre, sur les peaux ici, celles qui vont voir sigma 1,1 maximum en valeur absolue, eh bien on va mettre un matériau plus résistant. Donc ici, c'est une plaque, par exemple, d'aluminium, une plaque d'aluminium, et au-dessous, vous avez une âme en mousse. Et donc là, lorsque vous allez faire de la flexion avec cette plaque, qui peut être aussi une poutre, hein, si on la prolonge, eh bien, vous allez retarder en fait la ruine de la mousse, puisque ici, les contraintes vont être prises par un matériau qui a une limite d'élasticité bien plus élevée que le matériau qui est au centre du matériau sandwich. L'autre façon de retarder la ruine, si vous regardez bien, en fait, c'est vous pouvez augmenter ces deux valeurs-là. Si vous augmentez les deux valeurs des moments quadratiques, effectivement, vous allez diminuer sigma 1,1, donc vous allez diminuer le moment où vous allez ruiner votre matériau en flexion. Donc pour pouvoir faire ça, en général, on fait des poutres à section creuse ou composées, ou des poutres en O, en L, en U, ou beaucoup plus complexes. Et ça, c'est ce qu'a choisi en fait la nature. Alors la nature, en fait, si vous avez une coupe d'un fémur humain, la nature, ce qu'elle a choisi, c'est à la fois d'augmenter les moments quadratiques. Donc là, vous avez une structure en fait un peu complexe qui permet d'augmenter fortement les moments quadratiques en flexion, et à la fois la technique du matériau sandwich. Parce que vous voyez qu'ici, eh bien, il y a un matériau donc, qui est beaucoup plus résistant sur les bords, et beaucoup plus mousseux et moins résistant. En fait, ça c'est donc l'intérieur de l'os. Et à ce moment-là, la nature fait les deux, c'est-à-dire qu'il fait à la fois un matériau sandwich et à la fois l'augmentation des moments quadratiques IG2, IG3. Alors, la meilleure solution pour retarder la ruine en fait, de la flexion, en fait, sur une poutre, typiquement, c'est d'éviter de la mettre en flexion. Donc là, vous avez le porche d'une maison. Donc ce porche-là, en fait, vous voyez qu'il y a une poutre ici qui est en chêne. Donc cette poutre en bois est flexible, hein, forcément, et vous avez toute la masse ici du mur qui est au-dessus. Et si vous mettez simplement la masse du mur complète sur la poutre en chêne ici, elle va se mettre à fléchir, et à un moment donné, elle va finir par casser. Donc pour éviter d'avoir de la flexion sur cette poutre en chêne, les constructeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont mis une arche en brique au-dessus de la poutre, et cette arche en brique, en fait, va reprendre les efforts du mur qui est au-dessus et les transmettre aux piliers qui sont ici sur chaque côté. Donc du coup, la poutre qui est ici va être complètement déchargée et ne verra le poids de la flexion que de ce tout petit morceau ici de terre,
Alors c'est un mur en terre et ils sont quand même assez gros, hein, puisqu'ils font 60-70 cm d'épaisseur. Donc ça fait quand même une grosse charge sur la poutre ici, mais néanmoins, elle est suffisamment faible, cette charge, pour pouvoir être prise par cette poutre en chêne ici. Voilà, donc très souvent, lorsqu'on veut éviter de la flexion, eh bien, on va mettre des voûtes pour ce qu'on appelle des voûtes de décharge, de façon qui sont soit en pierre, soit en brique, de façon à limiter les efforts de flexion sur la poutre en question. Alors, Monsieur, oui. juste là, par exemple, le linteau en bois, il sert à quoi du coup? Alors, le linteau en bois, très honnêtement, il ne sert pas à grand-chose, hein, parce qu'il sert à faire beau, et il sert surtout si tu veux mettre une porte ici sur le porche. À ce moment-là, c'est plus simple de faire une porche carrée. Mais très honnêtement, il ne sert à rien, puisqu'on pourrait très bien avoir que la poutre. D'ailleurs, si vous regardez bien, au fond là, de la maison, c'est exactement ce qu'il y a là, hein. Il n'y a que la voûte de décharge, il n'y a pas la poutre en travers, vous voyez, Ah, euh, d'accord. qui est censée reprendre la flexion. Donc effectivement, ici, elle ne sert strictement à rien, si ce n'est à faire beau, hein. Et puis Ok. à rendre plus pratique l'ouverture ici. Voilà, c'est tout. Mais la plupart des maisons, elles sont plutôt avec des voûtes directes comme ça, sans cette poutre-là. Mais c'est une bonne remarque, hein. D'accord, merci. Ok, donc la flexion, ensuite, ce qu'on peut regarder dessus, donc là on a regardé comment empêcher la ruine en flexion, hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la ruine en flexion. On peut regarder aussi d'un peu plus près ce qui se passe lorsqu'on prend un cisaillement transversal nul, c'est-à-dire qu'on est dans la modélisation de Bernoulli. Donc je vous rappelle que dans la modélisation de Bernoulli, on a un cas particulier, c'est qu'on a une relation entre la dérivée du déplacement du point G et la rotation de la section. Chose qui n'est pas valable avec Timoshenko, mais avec Bernoulli, on a cette relation-là. Donc, par exemple ici, θg3, c'est égal à d2ug2 sur ds. Et θg2, c'est moins d2ug3 sur ds. Donc ça, c'est le cisaillement transversal nul, c'est l'hypothèse de Bernoulli. Donc on va s'en servir pour pouvoir voir quelle équation d'équilibre on va obtenir. Je vous rappelle les équations d'équilibre sur une poutre droite, sans moment réparti, hein. Vous avez simplement des charges réparties Q2 et Q3. Vous n'avez pas de torsion, hein, donc il n'y a pas de Q1 par exemple, hein. Vous avez ces quatre équations d'équilibre que vous connaissez maintenant puisque vous les avez utilisées normalement en TD. Et avec ces quatre équations d'équilibre, on va injecter dedans ces relations-là. Donc ces relations-là, une fois que vous les injectez en utilisant ces relations ici, alors il faut faire attention, hein, la relation entre M2, M3, T2, T3 et donc le torseur des actions internes et les rotations unitaires, il faut vous rappeler, il faut aller voir la diapo 1-6 en fait, avec la poutre droite de Bernoulli, pour voir effectivement les coefficients K2, K1, K3, etc. Et c'est eux qui font cette liaison entre les rotations unitaires. Alors je vous les ai rappelés ici, hein. Par exemple, vous avez D2G3 sur DS, c'est M3 sur OIG3, et D2G2 sur DS, c'est M2 sur OIG2. Donc, une fois que vous avez ça, vous utilisez la relation de Bernoulli, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici étudier, par exemple, avec la relation D2UG2 sur DS, vous allez pouvoir injecter le θG3 qui est là dans cette équation-là. Et vous allez obtenir cette équation-là. Donc, dans le cas d'une hypothèse de Bernoulli, donc ça veut dire une poutre très élancée, dans le cas où on n'a que de la flexion, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre chose, eh bien ici vous avez un lien direct entre la déformée, le déplacement du point G suivant l'axe 2, et M3, le moment en tout point de la poutre. Donc si vous résolvez en fait cette équation différentielle, eh bien vous allez trouver ce que vaut UG2, donc vous trouvez la déformée. Donc en TD, vous avez plusieurs possibilités pour trouver la déformée du coup d'une poutre en flexion. Soit vous faites bouger une charge fictive sur la poutre en flexion en un point X donné, et à ce moment-là, vous refaites tout votre calcul d'équilibre et vous allez pouvoir donc en déduire la flèche en tout point, puisque vous allez pouvoir déduire UG2 au droit de la charge en fonction de x. Et si vous ne voulez pas faire ça et que vous êtes dans les hypothèses de Bernoulli, donc ça constant, ça donc en n'ayant que du M3 par exemple, vous allez pouvoir déterminer directement UG2 en résolvant cette équation différentielle. Vous pouvez pousser encore plus loin, c'est que si en plus votre chargement, ce ne sont que des charges réparties, eh bien vous avez directement une relation, toujours une équation différentielle, qui vous lie UG2 et Q2 cette fois-ci. Et donc là, c'est la dérivée quatrième de UG2 qui est directement
proportionnelle en fait, à la charge répartie Q2. Alors, ce que je vous ai montré ici pour l'axe 2, c'est valable aussi pour l'axe 3. Hein. Donc, vous avez cette relation-là pour l'axe 3, et vous avez également, si vous avez une charge répartie uniquement sur l'axe 3, eh bien, vous avez la dérivée quatrième de UG3 qui est proportionnelle à Q3 au facteur moins 1 sur E IG2 près. Voilà, donc ça, c'est une relation qu'on peut utiliser pour déterminer les déformés d'une poutre en flexion. Alors, on va passer maintenant à la traction-compression. Donc, pour la traction-compression, le torseur des actions internes, s'il est tout seul, hein, s'il n'y a que de la traction-compression, il est très très simple. Si on est en traction, par exemple, eh bien, il n'y a que N1 qui est supérieur à 0. Donc, tous les autres termes sont nuls. Et le tenseur des contraintes se réduit encore une fois à simplement la composante suivant l'axe 1, et ça vaut N1 sur A. La contrainte de von Mises, c'est la valeur absolue de N1 sur A. Donc, si vous voulez vérifier en traction que votre mécanisme n'attaque pas à la ruine, la seule chose que vous avez à faire, c'est de regarder si la contrainte de von Mises est supérieure ou égale à la limite d'élasticité de votre matériau. Alors, vous pouvez mettre aussi un coefficient de sécurité au cas où, mais ça suffit. Donc, en fait, c'est vraiment très très simple de regarder la ruine d'une poutre en traction. Alors, la ruine d'une poutre en compression, en théorie, c'est la même chose. C'est strictement la même chose, sauf que effectivement ici, vous allez avoir N1 qui va être négatif, c'est la seule différence. Et il se trouve que ça, c'est surtout ce que vous allez utiliser lorsque vous allez travailler sur des matériaux fragiles ou sur des poutres très très courtes. Donc à ce moment-là, comme les bétons, hein, ça c'est des matériaux fragiles, eh bien, il faudra vérifier que la contrainte de von Mises est bien inférieure à la limite d'élasticité, sinon vous allez ruiner. Donc c'est ce qui est marqué ici, vous allez ruiner si la contrainte de von Mises est supérieure ou égale à la limite d'élasticité. Néanmoins, sur des matériaux qui sont ductiles, donc pas fragiles, la ruine sur une poutre élancée ne va pas intervenir en fait à cause de la limite d'élasticité dépassée. La ruine va intervenir à cause de ce qu'on appelle du flambement. Donc on appelle ça le flambement de l'air puisque c'est Euler qui l'a étudié en premier. Et donc, vous voyez, ici, j'ai une poutre qui est encastrée et qui est libre. Donc, elle est encastrée en A et elle est libre en B. Sur le dessus de la poutre, eh bien, je vais appliquer une charge F suivant la direction moins L1. Donc, je comprime ma poutre. Alors, si vous écrivez les équations d'équilibre, ce que vous pouvez faire, vous allez simplement trouver que la seule composante non nulle, c'est N1, et toutes les autres composantes du tenseur des actions internes, eh bien, c'est 0. C'est normal, puisque comme on est en HPP, on fait l'équilibre en réalité sur la poutre non déformée. Donc, on ne peut pas trouver autre chose que ça. Alors, l'idée de l'air, c'est de dire, mais en réalité, la poutre n'est jamais parfaitement rectiligne. Et effectivement, c'est vrai, c'est très difficile d'avoir une poutre parfaitement rectiligne, et elle présentera toujours un défaut. Alors, ce défaut ici, Euler l'a modélisé par le petit déplacement delta B2 au point B. Donc, vous voyez, on a un petit déplacement delta B2. Alors ça, c'est simplement dû à une imperfection de la géométrie de la poutre. Peu importe la valeur de ce delta B2, c'est un petit déplacement qui existe. Et au lieu de faire l'équilibre sur la configuration initiale qui est parfaite, Euler a eu l'idée de faire l'équilibre sur la configuration légèrement déformée, c'est-à-dire la configuration imparfaite. Donc si vous faites cet équilibre sur la configuration imparfaite, eh bien, vous allez trouver quelque chose un peu particulier. Alors, c'est quand même pas si évident d'arriver à la charge critique. Donc là, je vais partager mon iPad pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors, si tout va bien, vous devriez voir l'iPad maintenant. Oui, moi c'est bon. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, je reprends très brièvement le dessin. Hein. Donc on a une poutre encastrée, ça c'est sa configuration initiale, mais en réalité on va parler de sa configuration imparfaite. Donc avec le delta B2 qui est ici. Je ne refais pas tout le dessin. Hein. Vous avez les diapos en plus sur Moodle, et puis là on a F qui est porté par moins L1. Donc l'idée est assez simple. On a montré juste avant, hein,
on a montré que lorsqu'on avait que de la flexion, on avait la dérivée seconde de UG2 sur dx1 qui est égale à M3, donc qui est fonction de x1. Alors ici, x1 ou s, c'est la même chose, hein, puisqu'on est sur une poteau droite, IG3. Et l'idée ici, bah, c'est que comme on va avoir cette imperfection delta B2, on va pouvoir générer un moment autour de l'axe 3. Donc ce moment autour de l'axe 3, qui est fonction de x1, eh bien, c'est ni plus moins, par rapport au dessin que vous avez, c'est G'. Alors G', en fait, c'est le point G' qui est là. Je l'ai distingué du point G qui est sur la configuration parfaite. Et donc lui, il est repéré par rapport à sa cote x1 ici. Donc ça, c'est le vecteur Gp' vectoriel, ma charge, donc moins F portée par L1. Et ça, c'est la composante en fait qui a été projetée suivant L3. Bon, c'est juste histoire d'avoir quelque chose de cohérent, hein, puisque M3 c'est un scalaire, donc il faut que je projette suivant L3. Donc j'y vais, si je fais le calcul complet, eh bien je vais trouver que GB en fait c'est L moins X1, L c'est la longueur de ma poutre, sa deuxième composante c'est delta B2 moins UG2, et ici G0 vectoriel F, moins F, pardon, 0, 0, 0. Donc ça, c'est la composante L3, donc c'est celle qui est projetée suivant L3. Et donc ça, si vous faites le calcul, vous allez trouver que ça vaut F facteur de delta B2 moins UG2. Donc ici, j'obtiens en fait un moment de flexion, et du coup, je vais pouvoir l'injecter, ce moment de flexion, dans l'équation qui est ici. Donc je vais l'injecter dans l'équation différentielle, et je vais obtenir ça. D2G2 de x1 sur D2x1 va être égal, enfin on va faire directement aussi moins delta B2 moins UG2 sur EIG3. Et ça, c'est égal à 0. Donc le point de départ de l'air, ça a été ça. C'est donc de faire l'équilibre sur la configuration finale, enfin déformée, un petit peu déformée, donc imparfaite de la poutre, et ensuite d'utiliser l'équation dérivée partielle qui fait intervenir le moment de flexion. Donc ça, si vous développez cette équation différentielle et que vous posez oméga carré qui vaut F sur EIG3, eh bien, il se trouve que cette équation différentielle a une solution, et cette solution, c'est UG2 de x1 qui est égal à C1, qui est une constante sinus oméga x1, plus C2 cosinus oméga x1, plus mon petit, donc ma solution particulière avec delta P2, mon petit déplacement suivant l'axe L2, c'est mon imperfection. Donc ça, c'est la solution de cette équation différentielle. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les conditions limites pour trouver les constantes C1 et C2. Donc, vous utilisez les conditions limites, et là, vous allez trouver que UG2 de 0, ça vaut 0, puisqu'on est à l'encastrement. Donc, si vous faites tout le calcul, ça va vous donner que la constante C2 doit être égale à moins delta B2. Ensuite, vous allez aussi utiliser le fait que vous avez un encastrement et que vous avez θg3 qui est égal à la dérivée de UG2 sur dx1. Et si vous prenez ça en 0, comme c'est un encastrement, eh bien la rotation est aussi nulle. Donc ça va vous entraîner que C1 est égal à 0. Donc ça, c'est ce que vous avez déjà fait, je pense, pour la plupart, dans certaines configurations pour trouver les déformés ou les rotations d'une poutre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Du coup, vous avez en fait UG2 de x1 qui va s'écrire delta B2 facteur de 1 moins cosinus oméga x1. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut aussi que la condition aux limites en L soit respectée. Donc attention,
condition limite en L, quelle est-elle? On a UG2 de L qui doit être égal à delta B2. Et donc ça doit aussi être égal à delta B2, ce qu'on a juste au-dessus, 1 moins cosinus oméga x1. Donc, si on veut que cette chose-là soit respectée, vous n'avez pas le choix. Ça entraîne qu'obligatoirement cosinus, excusez-moi, on est en L, donc je me suis trompé. Ici, x1 vaut L. Donc, ça veut dire que obligatoirement, vous avez cosinus oméga L qui doit être égal à 0. Donc ça, c'est la condition limite en L qui m'impose ça. Bon, ça vous donne une condition en réalité sur oméga L. Donc ça veut dire que oméga L doit être égal à un facteur n qui est un entier, variant de 1, 3, 5, etc. Ça doit être égal à n pi sur 2. Donc ça, si vous calculez au carré, ça fait que oméga carré, ça va être égal à n au carré pi carré sur 4L carré. Ça, c'était dû à la définition qu'on a donnée ici de oméga, maintenant qu'on va utiliser. Et donc ça va faire que f sur EIG3 va être égal à n carré pi carré sur 4L carré. Vous inversez la relation et vous trouvez f. Et donc f, c'est n carré pi carré E IG3 sur 4L carré. Donc cette valeur de f, eh bien, c'est une valeur qui s'appelle une charge critique. Si je vous mets ici, par exemple, le déplacement en fonction de f, donc le déplacement U1 en fonction de f, ici, eh bien, cette charge critique, elle correspond à quoi? Elle correspond à ça. Vous allez comprimer votre poutre. Ici, en fait, vous avez le module de Young de votre poutre qui va apparaître. Et vous allez arriver à cette fameuse charge critique ici. Et vous allez avoir un point de bifurcation. C'est-à-dire que soit vous allez avoir une solution double. Soit vous continuez comme ça, soit vous allez devenir constant. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un point critique, un point de bifurcation. Donc, votre poutre, si elle n'a pas d'imperfection, vous allez continuer sur cette droite-là. Si elle a une petite imperfection, vous allez bifurquer ici pour n égale 1. Donc, c'est la première charge critique. Et donc, cette charge critique-là, effectivement, pour n égale 1, c'est la plus dangereuse pour le flambement. Donc là, la charge critique pour n égale 1, c'est ce qu'on appelle le premier mode. Ça va être pi carré E IG3 sur 4L carré. Voilà, et ça, je reprends maintenant donc l'autre diapo, je repartage. C'est ce qui était noté ici. Je ne sais pas si ça devrait marcher là. C'est bon? Oui, ça fonctionne. Merci. Donc voilà, ça c'est ce qu'on trouve effectivement sur cette charge critique. Alors vous avez un deuxième mode pour n égale 2, vous avez donc une autre charge critique, mais elle est plus élevée en général. Hein. Donc quand on fait du dimensionnement, celle qui nous intéresse, c'est la première. Alors cette charge critique, vous avez pu constater qu'elle était liée à la condition limite qui était en B. Donc si je change la condition limite en B, alors à titre d'exemple, là je vous ai fait, c'est ici, non mais je vais le faire ici. Si on change la condition limite en B, eh bien, on ne va pas avoir la même charge critique. Donc, il faut refaire le calcul d'équilibre et du coup, il faut redéterminer cette fameuse charge critique avec ces différents modes. Les modes seront différents également. Donc, il suffit de refaire la même chose, mais avec d'autres conditions limites. Ça, c'est ce que j'étais en train de vous écrire donc, sur l'iPad. Effectivement, vous voyez qu'ici, j'ai un point de bifurcation. Donc là, je suis sur un équilibre stable. Je peux continuer sur mon équilibre stable et éventuellement rencontrer n égale 2, et là j'ai ma deuxième charge critique. Et je peux continuer, etc. etc. Donc ça, en fait, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour avoir une charge critique plus élevée?
comment on peut l'atteindre et comment on peut avoir un autre mode de déformation? Bah, il suffit en fait que la charge arrive avec une vitesse très très rapide, et à ce moment-là, on peut directement arriver au-dessus de la première charge critique. Et à ce moment-là, on va se mettre à bifurquer sur la deuxième charge critique. Donc ça arrive par exemple lorsque vous avez des sollicitations en dynamique sur des poutres. Les poutres comme ça en dynamique, on s'en sert par exemple pour faire des absorbeurs de choc. Alors en fait, une fois que vous avez passé la première charge critique, eh bien, vous allez stagner au niveau de l'effort. Ça ne dure pas très longtemps. En fait, ici, c'est très dilaté, hein. Le U étoile 1 et le U étoile 2 sont très très proches. Et très rapidement derrière, vous allez ruiner votre structure. C'est-à-dire que votre poutre va collapser et c'est terminé, vous allez ruiner votre structure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement grave en fait dans une structure. C'est en général des choses qui font beaucoup de dégâts. Vous avez eu par exemple le stade de Furiani, donc à une époque où les tribunes avaient été montées avec des échafaudages, et les échafaudages effectivement n'ont pas été calculés et pas attachés correctement pour résister au flambement. Donc quand les premiers échafaudages ont commencé à flamber, eh bien malheureusement toute la tribune s'est effondrée et ça fait plusieurs dizaines de morts. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très très graves, le flambement, surtout que c'est quelque chose qui arrive brutalement, c'est-à-dire que vous chargez, tout tient, et puis d'un seul coup, il y a une bifurcation et c'est la ruine. Et donc là, d'un seul coup, il n'y a plus aucune tenue de votre structure et elle s'effondre. Alors, lorsque vous voulez donc calculer la charge critique pour d'autres appuis, il y a une formule qui s'appelle la formule de l'air. Vous avez en fait simplement le coefficient alpha qui est à remplacer et qui va dépendre en fait des conditions limites en A et en B. Donc vous voyez tout à l'heure on était donc encastré libre, donc alpha valait 4, effectivement, donc on avait pi carré sur 4. Si vous êtes appuyé, à ce moment-là vous avez alpha qui vaut 1, et la meilleure solution si vous voulez avoir le moins de flambement possible, eh bien, c'est d'avoir une charge critique 4 fois plus élevée, ou même 16 fois plus élevée que encastré libre, c'est d'être encastré. Donc si vous regardez très bien, c'est que la charge critique dépend du module de Young. Okay. Donc plus vous allez avoir un matériau avec un module élevé, plus la charge critique sera élevée, donc c'est meilleur pour la tenue de votre structure. Ça dépend aussi du moment principal d'inertie le plus faible en fait. Donc là, c'est IG3 que j'ai pris comme étant le plus faible, mais ça pourrait être IG2. Et ça dépend de la longueur de la poutre, et bien sûr des conditions limites. Alors ici, je vous ai mis, ça c'est sur le bâtiment Sophie Germain à l'INSA, je vous ai mis en fait une poutrelle ici, qui peut être assimilée à une poutre, effectivement, donc une structure en poutre. Et pour éviter le flambement de la charge critique, ce que font les gens, c'est qu'ils mettent des points d'appui supplémentaires sur le bâtiment, et ça permet de diminuer L, par exemple. Et donc on va pouvoir diminuer, en fait, augmenter la charge critique pour que la poutre résiste mieux. Alors, dans la nature et puis également dans l'ingénierie, pour retarder les charges critiques, souvent, la plupart du temps, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on diminue la longueur L. C'est-à-dire qu'on évite que la poutre soit trop élancée. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle des structures en treillis. Et on peut même rajouter à ces structures en treillis des oballages. Donc ça, ce sont des câbles qui, eux, vont comprimer en fait la structure de façon à la ramener toujours, pour éviter en fait qu'elle parte en flexion. En fait. Donc vous avez la tour Eiffel qui est un très bon exemple de treillis. Vous pouvez aussi augmenter le moment quadratique de la section droite si vous évitez le flambement. Donc il faut utiliser des sections cellulaires en fait, à masse égale. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites des mousses à l'intérieur de votre poutre. Donc vous allez avoir des sections cellulaires donc à masse égale, mais par contre, vous allez augmenter le moment quadratique. Vous pouvez aussi ajouter des raidisseurs sur votre structure, donc ça va permettre d'augmenter aussi le moment quadratique. Alors en fait, c'est ce que fait la nature. Hein. La nature, pour faire pousser des arbres, eh bien, elle fait des sections cellulaires. Elle fait des sections cellulaires, donc elle augmente en fait le moment quadratique de la section droite. Un petit peu comme pour les os hein, d'ailleurs, et pour résister à la flexion. Enfin, vous pouvez changer le matériau pour augmenter le module de Young ou changer les conditions limites. Voilà, ça c'est la façon de contrecarrer la ruine due au flambement. Alors, on va aller voir maintenant une sollicitation élémentaire un peu plus complexe, c'est le cisaillement. Mais le cisaillement qui, bien sûr, va toujours s'accompagner de flexion. Donc, dans les équations d'équilibre, les efforts tranchants sont toujours combinés à la flexion, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on a toujours une relation entre D2M2 sur DS et T3 et D2M3 sur DS et T2.
Donc le torseur des actions internes pour le cisaillement va se retrouver un petit peu confondu avec celui de la flexion combinée, sauf que là c'est ces termes-là qui vont être prépondérants alors que tout à l'heure c'était ceux-là qui étaient prépondérants. Alors du coup notre tenseur des contraintes il va être antiplan, il va être complet on va dire. Et vous voyez qu'ici, alors on va avoir donc la partie, on n'a pas de torsion ici, on a la partie flexion, flexion combinée entre M2 et M3, et on va avoir T2 sur A, T3 sur A, T2 sur A, T3 sur A ici, en ce qui concerne les contraintes de cisaillement, sigma 2,1 et sigma 3,1, qui sont égales à sigma 1,3 et sigma 1,2, bien sûr, respectivement. Alors, on a quand même un gros défaut dans cette modélisation, c'est que ici, vous voyez, ça suppose que la contrainte de cisaillement est constante. Or ça, c'est totalement incompatible avec les conditions limites en surface de la poutre, en surface externe de la poutre. Donc ça, en fait, il se trouve que ça ne peut pas être égal à 0 sur la poutre puisque c'est constant. Donc du coup, on a quelque chose qui est carrément faux d'un point de vue de l'équilibre. Si on cherchait à écrire l'équilibre, par exemple, sur la peau externe de la poutre, eh bien, on trouverait une valeur de la contrainte de cisaillement sigma 1,2 ou sigma 1,3, alors qu'en fait, elle devrait être nulle pour respecter l'équilibre. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à faire une correction pour trouver un moyen pour dire, on va faire évoluer la contrainte de cisaillement, par exemple sigma 1,2 ou sigma 2,1, on va la faire évoluer en fonction de x2. Donc, si on fait ça, eh bien, on va pouvoir être un peu meilleur au niveau de l'approche de cette contrainte de cisaillement. Alors, si on connaissait ces fonctions-là, on pourrait du coup en extraire un maxima pour un dimensionnement correct, effectivement, parce que là, ce qui va se passer, c'est que finalement, si ça se trouve, on n'est pas du tout en train de regarder des valeurs maxi en fait, de cette contrainte, du fait de cette erreur grossière d'équilibre. Donc l'idée qui va suivre, eh bien, c'est de trouver une valeur, une fonction en fait des contraintes pour qu'elles ne soient plus des constantes, mais pour qu'elles soient en fait variables en fonction, par exemple, de x2. Alors je vais repasser sur l'iPad histoire de vous montrer ça peut-être un petit peu mieux. Voilà. Alors là, je suis repassé sur l'iPad. Donc du coup, ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que je vais dessiner ma poutre en 3D. Voilà. Donc là, ça, c'est la section extrême de ma poutre que j'ai coupée. Alors, ça peut être une coupure virtuelle. Hein, voilà. Et donc ça normal, ici, c'est la même chose que N1. N égale L1. Ici, d'ailleurs, voilà. On va écrire ça comme ça. Mon axe 2 est comme ça. Qu'est-ce que c'est que sigma 2,1 ? Sigma 2,1, je vous rappelle, en fait, c'est sigma projeté, c'est T1, donc c'est sigma fois 1, que vous projetez ensuite sur l'axe 2. C'est pas N1, c'est N. Ce que je voulais écrire, c'est que ça, c'est la même chose que L1. Ça, c'est la signification de sigma 2,1. Donc ce sigma 2,1, si je voulais le voir, alors il est lié à la facette qui a pour normale L1, mais si je veux le voir, je vais avoir du mal parce que je vais le dessiner par exemple en jaune. Il est, si je voulais le dessiner, il est comme ça. Et là, vous voyez strictement rien. Il est dans le plan de la facette, en fait, sigma 2,1. Vous êtes d'accord ? Donc, du coup, je ne vais pas faire ça. Je vais faire un truc un petit peu artificiel. Je vais volontairement le passer à plus pi sur 2, mais juste pour la représentation graphique. Donc, si j'ai un sigma 2,1 constant, comme ce que je vous ai dit la première fois, ça va ressembler à ça. Donc attention, hein, la représentation est abusive, hein, c'est simplement une représentation pour dire je vais le placer comme ça de façon à mieux voir comment est-ce que je peux le représenter, parce que sinon il serait tout aligné dans le plan de la facette.
Donc quand je vous ai dit qu'il y avait un problème, bah, le problème il se situe ici, là, sur le dessus, là, même en ce point-là, tout point, puisque cette coupure on peut le faire à n'importe quel endroit, eh bien on voit très nettement que comme je n'ai absolument pas d'effort externe, je n'ai pas de charge répartie qui sont suivant ce sens-là, ou suivant celui-là d'ailleurs, c'est suivant celui-là, j'ai aucune charge répartie, donc ça j'en ai pas. Donc ça veut dire que ici, normalement, là, on devrait avoir sigma de 1 égale 0. Là, c'est une obligation, sinon on ne peut pas respecter l'équilibre. Donc l'idée, bah, c'est de trouver une fonction, pareil, je vais vous le représenter, qui soit nulle ici, qui passe éventuellement par un maxi, et qui soit de nouveau nul en bas. Donc par rapport à un point P qui serait à la cote x2 ici, eh bien, je veux trouver sigma de 1 variant en fonction de x2, de façon à pouvoir respecter ici sur les bords le fait que sigma de 1 de 0 égale 0, et puis il faut aussi respecter sigma de 1 de l'épaisseur h égale à 0 aussi. Alors, sauf que j'ai mis mon origine ici, donc là, ça serait plutôt moins h sur 2, et là, plus h sur 2, donc il faudrait que je respecte plutôt ça, en fait. Voilà, donc ça, c'est mon but dans les diapos qui vont suivre. Je repasse sur le partage d'écran. Du diapo. Ça n'a pas fonctionné. Là, ça a fonctionné. Ok, alors on y va. Pour pouvoir faire ça, on va donc découper un petit morceau de la poutre. Donc là, vous avez une longueur élémentaire qui s'appelle ds. J'ai ici mon point G, ici mon centre de gravité et de ma section, et je vais me déplacer en G' avec un petit ds. Ici, là, ce que j'ai ici, c'est moins d2m3 sur ds qui est appliqué ici, et ici j'ai t2 en fait, sur cette section-là. Donc l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui va se passer au niveau d'un tout petit élément de volume, c'est le petit élément de volume Vp qui est ici. Donc je suis en train de le dessiner avec la souris ici, voilà. Ça, c'est mon petit élément de volume Vp. Et je vais regarder en fait comment ce petit élément de volume est en équilibre. Donc je vais regarder ce qui se passe suivant l'axe L1 par exemple, pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau de son équilibre. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais avoir besoin de pas mal de variables. La variable x2 qui va me repérer en fait le plan de coupure ici de mon petit élément Vp. Ensuite, je vais avoir besoin d'une variable courante pour intégrer les contraintes qui sont suivant cette face-là et suivant la face arrière. Donc ma variable courante, elle va s'appeler delta 2. Et delta 2 va pouvoir varier, vous voyez, de x2, la position de mon plan de coupure, à x2 max, qui est le max de ma section. L'autre chose dont je vais avoir besoin, c'est de nommer mes surfaces. Donc ça, c'est la surface que je vais nommer A'P. Ça, la surface arrière qui est là, ça, c'est la surface AP. Et la surface qui est là, qui est ma surface de coupure, en fait, je l'ai appelée ST. C'est celle-ci. ST, elle est là. Ça, c'est ST. Ma surface externe, eh bien, sur laquelle j'ai rien, hein, j'ai pas d'action, et c'est celle qui englobe ici mon volume. Voilà, donc une fois que vous avez ces choses-là définies, je vais quand même traiter un cas un peu simpliste, hein, c'est-à-dire que je vais traiter que le cas où j'ai T2 qui est différent de 0 et T3 qui est égal à 0. Donc on va réaliser maintenant l'équilibre de ce petit élément volumique de ma poutre. Alors, sur ce petit élément volumique, ce qu'il y a d'appliqué,
eh bien, c'est moins sigma 1, 2 en fait, que vous avez ici qui s'applique, c'est le cisaillement en fait, sur cet élément-là. Donc, j'ai représenté ici plus sigma 1, 2, voilà. Et ce plus sigma 1, 2, ça, je veux le regarder par rapport à ce qui se passe sur cette plaque-là, sur cette surface-là, sur A'P. Et donc sur A'P, à cause de la réciprocité des contraintes tangentielles, je vais retrouver la même valeur, mais pas avec la même direction. C'est le fameux sigma de 1 que j'essayais de vous représenter tout à l'heure, quand je l'ai mis à plus pi sur 2. Voilà, il est ici, donc, sur mon élément de surface. Donc ça, c'est sigma de 1 de x2. Donc ça, c'est ce qui s'exerce en fait sur cette surface dite ST ici. Ensuite, sur mes surfaces AP et A'P, eh bien, ce que je vais avoir d'exercer, d'un côté, je vais avoir moins sigma 1,1, qui est ici, à une cote ici delta 2, et je vais avoir sigma 1,1 de delta 2 plus d de sigma 1,1 delta 2, parce que ici, je me suis avancé, en fait, de ds. En réalité, ça, c'est d de sigma 1,1 sur ds fois ds. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'avoir un effort ici sur A'P. Si, alors, à partir de là, là je suis obligé de repasser sur l'iPad. Et il faut que vous conserviez ce dessin-là en tête. Alors vous avez, normalement ce dessin, bah, vous l'avez effectivement sur vos écrans, si vous avez le diaporama ouvert à cette page-là, la page 19. Ok. Donc je repasse sur l'iPad. Et là, donc je fais l'hypothèse que vous avez sous les yeux en fait la diapo 19. Je vais effectivement faire le bilan des efforts. Alors, le bilan des efforts sur mon petit volume élémentaire VP là. Donc on y va. Donc les efforts surfaciques sur S-ext, en fait, la surface extérieure, il n'y a pas d'effort. Sur A'P, S A'P, sur cette surface-là, sur A'P, je l'ai appelé comment? Non, je l'ai appelé A'P tout simplement. Qu'est-ce que j'ai qui s'exerce sur A'P et sur AP? Alors, sur AP, ben, j'ai moins l'intégrale sur AP de sigma 1,1 des deux AP. Donc, si je veux intégrer sur cette surface, en fait, je vais faire varier mon abscisse, ma variable delta D2 de x2 à x2 max. Et là, je vais avoir sigma 1 qui est fonction de delta 2. Et mon autre longueur, eh bien, en fait, c'est suivant l'axe L3. Et suivant l'axe L3, j'ai une largeur qui vaut B3, qui est fonction de delta 2. D de delta 2. Voilà, ça c'est ce que j'ai sur la surface AP. Sur la surface AP', eh bien, j'ai directement sur AP', j'ai la même chose, au signe près. AP, voilà. J'ai sigma 1,1 plus D de sigma 1,1, D de AP. Donc ça, c'est égal à l'intégrale, pareil, de x2 à x2 max, de sigma 1,1 de delta D2, plus D de sigma 1,1 qui varie en fonction de delta D2 aussi, fois la largeur B3 de delta D2, D de delta D2. Sur ma surface que j'avais appelée donc ST, qui est la surface sur laquelle je vais avoir mon cisaillement, je vais avoir en fait un effort résultant qui va être
Simplement, là, il n'y a pas besoin d'intégrale, puisque sigma de 2 de 1 à x2 fois ma surface de x2 fois dx1. Si maintenant je fais l'équilibre donc de tous ces efforts résultants projetés sur L1, eh bien je vais obtenir que sigma de 1 de x2 fois b3 de x2 fois dx1 va être égal à l'intégrale de x2 à x2 max de d sigma 1,1 delta 2 b3 delta 2 d de delta 2. Donc là, il faut que j'arrive à déterminer ce que vaut d de sigma 1,1. d de sigma 1,1, je vais le déterminer grâce à la relation que j'avais entre sigma 1,1 et m3. Donc en fait, d de sigma 1,1 de delta 2, c'est moins delta 2 sur IG3, d de m3 sur dx1 fois dx1. Donc avec le fait également que j'ai un équilibre d2m3 sur dx1 qui est égal à moins t2, eh bien je vais en déduire qu'en réalité d de sigma 1,1 de delta 2, c'est égal à t2 sur ig3 fois delta 2, pardon, dx1. Donc je reprends ce que j'ai écrit ici, et ça va me donner que sigma de 1 de x2, je vous rappelle c'est ce que je cherche, fois b3 de x2 dx1, et bien ça va être égal à l'intégrale de x2 à x2 max de t2 sur ig3 delta 2 dx1 b3 delta 2 d de delta 2. Donc ce terme-là, en fait, je peux l'enlever, je n'ai plus besoin, et je peux donc du coup en déduire ce que vaut sigma de 1 de x2, ce que je cherche, c'est 1 sur p3 de x2, facteur, je peux enlever tous les termes constants de t2 sur ig3, l'intégrale de x2 à x2 max de delta b2, b3 de delta b2, t de delta b2, de delta 2, pardon. Alors, ce que vous constatez, c'est que ça, là, ça, c'est purement géométrique. C'est uniquement lié à la forme de ma section. Ça, c'est aussi de la géométrie. Ça aussi. Donc, finalement, ici, j'ai simplement ça qui est un effort. Je vous rappelle qu'au début, ce qu'on avait, c'est que quand on avait sigma de 2 qui était constant, sigma de 1 qui était constant, on avait simplement sigma de 1 égale constante qui valait T2 sur A. Donc à la place de cette relation assez simple, on va avoir maintenant la relation que vous avez juste ici. Voilà comment on arrive à cette relation-là grâce à l'équilibre du petit volume élémentaire. Je repartage mon écran du diaporama. Ok, et je peux vous montrer maintenant la diapo suivante. Donc là, c'est le résultat qu'on vient de trouver pour la contrainte de cisaillement suivant l'axe 2. Elle varie en fonction de x2 avec la relation qu'on vient de démontrer. Vous pouvez faire la même démonstration avec l'axe 3,
et vous allez obtenir la relation donc, pour donner sigma 3, 1, mais cette fois-ci, qui va être fonction de x3. Alors, si vous faites les calculs, alors dans les démos que je vous ai laissés sur Moodle, vous avez les démonstrations, par exemple, du calcul de ces expressions-là pour des sections circulaires, pour des sections rectangulaires. Et donc là, je vous ai donné le résultat final, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve une fois qu'on a fait ce calcul-là. Eh bien, on trouve par exemple que ici, sigma de 1 varie en fonction de x2 en x2 carré. Voilà. Et à ce moment-là, on retrouve bien le T2 sur A initial, qui était notre constante, mais maintenant, derrière, il y a tout ça. Il y a le 3,5 de 1 moins 4 fois x2 sur h carré, h c'est l'épaisseur. Donc, si j'arrive, par exemple, ici en plus h sur 2, eh bien, vous voyez que ce terme-là devrait s'annuler. Parce qu'en fait, je vais avoir 1 moins 4 sur 4, donc ça va faire 0. Donc j'ai bien ça, et j'ai la même chose, bien sûr, en moins h sur 2. Donc là, j'ai un profil de contrainte qui ressemble à une parabole et qui est exactement nul sur les bords. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'avec cette expression un peu plus correcte de la contrainte de cisaillement, eh bien, je m'aperçois que je vais passer par un maxi. Effectivement, si je prends x2 égale 0, je passe par un maxi. Et vous voyez que le maxi, c'est 3,5 de T2 sur A. Alors, c'est quand même assez important parce que ça veut dire que par rapport à avant, j'ai sous-estimé avant ma contrainte de cisaillement de 1,5. J'ai un facteur 1,5 entre ma contrainte de cisaillement max et celle que j'avais estimée simplement avec T2 sur A. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, cette correction est très, très importante. Si vous faites la même chose avec une section circulaire, eh bien, vous allez trouver une autre expression de sigma de 1 qui va valoir ça cette fois-ci. Et ensuite, R, c'est le rayon de la section. Hein. Et ensuite, si vous voulez trouver la valeur maxi, bah, c'est la même façon, vous placez en x2 égale 0, et là, cette fois-ci, vous avez carrément 4 tiers de T2 sur A. Donc c'est pareil, si vous ne prenez que T2 sur A pour une section circulaire, eh bien, vous allez minimiser en fait l'importance de la contrainte de cisaillement. Et quand on sait que cette contrainte de cisaillement est la contrainte qui va participer à la ruine des matériaux ductiles, comme les aciers, les aluminiums, on peut faire des très très graves erreurs au niveau de l'estimation des contraintes dans la section d'une poutre. Ok. Ensuite, on va essayer quand même, malgré tout, de ne pas avoir à utiliser ces relations systématiquement dans nos calculs, parce qu'elles sont quand même assez compliquées. Donc, on va essayer de trouver un équivalent énergétique, ce qui va revenir en fait à essayer de trouver une équivalence entre une contrainte de cisaillement constante, certes, mais pas trop fausse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va passer par les énergies en fait de déformation. Alors là, si vous regardez bien donc, le lien donc, ici entre D2U G2 sur DS et la contrainte de cisaillement moyenne, on voudrait en fait trouver ici un sigma 1,2 moyen qui soit constant. Et du coup, on va essayer de le trouver, au lieu d'avoir T2 sur GA, on va essayer de trouver en fait le AR qui est là, ça s'appelle l'aire réduite en fait. C'est une aire fictive hein, qui n'existe pas, mais qui va permettre en fait d'avoir une meilleure approximation de ce rapport-là. Donc pour ça, on va calculer l'énergie de cisaillement donc de la poutre. Donc ça, dans ce cas-là, c'est assez simple, c'est un demi de T2 carré sur GAR. Et puis, on va la recalculer, cette énergie de cisaillement, mais en prenant la variation qu'on a trouvée ici. Donc par exemple, si on fait ça sur une section sur une poutre de section rectangulaire, on va prendre cette expression-là. Donc ça, on va intégrer en fait cette expression, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas intégrée ici parce qu'elle dépend de la forme de la section. Et si on va jusqu'au bout, on va égaler les deux énergies, donc celle-ci et celle-ci. Donc ça veut dire qu'on va trouver cette relation-là entre T2 sur 2 GAR et l'intégrale de sigma 1,2 x2 GA. Donc ça va nous permettre de trouver ce que vaut tout simplement AR. Donc AR, vous enlevez le 1,5, vous retournez l'expression, vous allez trouver que c'est T2 au carré divisé par l'intégrale de sigma 1,2 carré de x2 dA. Alors, on pourrait se dire c'est bizarre parce qu'on trouve une caractéristique géométrique qui est l'aire réduite, qui est fonction d'un effort. Mais en fait, non.
Non, parce que l'effort, vous allez le retrouver aussi ici. Quand vous allez faire l'intégrale de sigma 1, 2 au carré, vous allez retrouver T2 au carré, en fait. Donc, du coup, en fait, AR ne dépendra au final que de A, c'est-à-dire la surface initiale de votre poutre. Alors, cette R réduite est beaucoup utilisée dans les calculs. Voici des exemples. Si vous avez par exemple une section circulaire, que vous faites le calcul ici, pour une section circulaire, donc là, vous allez prendre le sigma 1, 2 qu'on a trouvé ici pour la section circulaire, eh bien, vous allez trouver que l'aire réduite, c'est 9 dixièmes de l'aire d'origine. Voilà, donc vous allez pouvoir corriger en fait votre aire, ce qui vous permettra d'avoir quand même une contrainte de cisaillement constante dans vos calculs, mais vous allez corriger artificiellement votre aire de section de façon à ce que votre cisaillement ne soit pas trop faux et que les énergies dues à la déformation de cisaillement soient identiques à la réalité, c'est-à-dire un cisaillement parabolique. Si vous faites le même calcul avec une section rectangulaire, vous allez trouver que AR, c'est 5 sixièmes de A. Alors ça, c'est important parce que c'est ce que vous allez retrouver dans les plaques, par exemple. Dans les plaques, on va systématiquement approcher le cisaillement avec une aire réduite qui vaut 5 sixièmes de A, puisque les plaques, en fait, sont par définition avec des sections rectangulaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, où va intervenir cette aire réduite? Eh bien, elle va intervenir dans le calcul de l'énergie de déformation qu'on a vu la semaine dernière. Entre autres, ici, vous voyez, elle va intervenir uniquement sur les termes en effort tranchant. Donc, il y a le A qui va être remplacé par AR ici, et le A qui va être remplacé par AR ici. Ce que vous constatez, c'est que AR est toujours plus petit que A. Donc, s'il est plus petit que A, ça veut dire que ça va vous augmenter la contribution du cisaillement ici dans votre énergie de déformation. Donc, forcément, ça va avoir un impact sur vos calculs de résistance qui vont derrière. J'attire juste votre attention sur un point. Faites attention, le A qui est ici, lui, n'a absolument pas à être modifié. Il ne faut surtout pas mettre AR ici, ça n'a pas de sens en fait, puisqu'en fait ici, ça c'est le terme qui est dû à la traction en fait, c'est la composante en traction, et elle, il n'y a pas de problème d'air réduite à calculer pour corriger ce terme-là ou corriger ce terme-là. Voilà, donc ça c'est très très important de bien voir que ce terme de correction, le AR, cette aire réduite, ne se met que sous les éléments dus aux efforts tranchants. Donc voilà une première amélioration de notre énergie sur notre modélisation poutre. La deuxième amélioration demande beaucoup de travail parce que en fait, la théorie des poutres devient vraiment très fausse à partir du moment où vous faites de la torsion, mais de la torsion sur des sections qui sont non circulaires. Donc, on va faire donc de la torsion libre, c'est-à-dire qu'ici, la torsion libre, on va avoir plus que M1 qui va être différent de 0. Donc, ce qui fait que si vous êtes avec une section circulaire pleine ou creuse, peu importe, du moment qu'elle soit symétrique, vous allez retrouver au niveau des relations de comportement type Bernoulli, vous allez retrouver ça. Et surtout, vous allez retrouver que dθg1 sur ds, ça c'est toujours les relations 1,6. Hein. Les relations 1,6 qui lient en fait les rotations unitaires au torseur des actions internes, ici, au déplacement unitaire. Et donc vous allez trouver que dθg1, en fait, ça vaut m1 sur gij1. Et le ig1, c'est en fait le moment quadratique en torsion qu'on appelle en général I0. Je vous avais dit, ce I0-là n'est valable que pour les sections circulaires pleines ou creuses. Donc ça, c'est juste, il n'y a aucun problème. Dans votre énergie, vous pouvez bien mettre I0 si vous avez une section circulaire. Par contre, si vous avez une section non circulaire, à ce moment-là, on a un petit souci, parce que ici, on ne peut plus avoir I0 du fait qu'on a en réalité négligé le gauchissement de notre section droite. Donc ici, on ne va pas avoir I0, on va avoir un autre moment quadratique qu'on appelle J. Et tout le but ici, c'est de déterminer J, surtout qu'en plus, il se trouve que J est toujours inférieur à IG1. Donc du coup, il est très important de le déterminer correctement. Donc, si vous avez des sections non circulaires, on va avoir un petit souci pour calculer correctement l'énergie de déformation dans la poutre.
Alors, voilà ce que j'appelle en fait le gauchissement. Donc là, je vous ai mis une poutre, c'est modélisé avec un logiciel élément fini, avec Abacus. Et donc là, j'ai une poutre en torsion. Et vous voyez que la face donc, supérieure de ma poutre, qui est ici, eh bien, elle ne reste pas plane. Effectivement, à ce moment-là, elle va systématiquement donc avoir un mouvement hors du plan, c'est-à-dire que ici, je vais me soulever par exemple, et là par contre je vais m'abaisser. Donc ça c'est un mouvement hors plan. Donc les sections circulaires en fait, non circulaires pardon, vont gauchir, c'est ce qu'on appelle ça le gauchissement, lorsque vous allez faire une sollicitation en torsion. Alors du coup, ça veut dire qu'on est obligé de repartir de zéro par rapport à la formulation poutre. Donc on ne va pas tout faire parce que c'est trop long, hein. Je vais simplement vous expliquer le principe. On va introduire une fonction de gauchissement qui est ni plus ni moins que le fait que notre déplacement U1, en réalité, lorsqu'on a la sollicitation en torsion, eh bien, ce U1G, là, il va bouger. Et même en tout point, ça va bouger. Donc, du coup, on est obligé de faire en sorte que U1G soit égal à une fonction qu'on appelle phi, qui s'appelle la fonction de gauchissement, qui va être fonction des coordonnées x2, x3 du point P dans la section. Donc cette fonction va caractériser le gauchissement dans toute la section. À partir de là, il faut repartir en 3D. Hein. Donc là, on n'est plus du tout dans une modélisation poutre. Donc je vais le faire assez vite parce que c'est un petit peu long. Donc on repart complètement dans une modélisation 3D en redéfinissant complètement le champ de déplacement donc, de notre poutre. Et vous voyez ici, je suis vraiment en 3D, hein. Je n'ai plus de rotation, hein. Donc j'ai uniquement des champs de déplacement. Et ce qui est notable ici, c'est de voir, alors ça vous le connaissiez déjà, mais par contre ce qui est notable, c'est de voir qu'ici on va avoir le déplacement hors plan de ma section, qui va être fonction d'une fonction inconnue, fonction de x2, x3, qui est ma fonction du gauchissement. Alors on va considérer toutes les démonstrations qui suivent uniquement pour des sections, on va dire, axisymétriques, pas axisymétriques, pardon, mais qui ont quand même deux axes de symétrie, donc par exemple ici une section elliptique. Ça simplifie énormément les calculs et les moments sont tous appliqués au centre de gravité. Je ne vous donne pas toutes les démonstrations et je ne vous les fais même pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette fonction de gauchissement peut être mesurée expérimentalement, donc avec un interféromètre Speckle. Pour ceux qui ont déjà fait le TP en poutre, eh bien, il suffit d'aller pointer l'interféromètre, vous faites de la torsion et vous pointez l'interféromètre suivant la direction L1, et vous allez pouvoir trouver en tout point phi de x2, x3. C'est quand même pas très facile à faire. Hein. Sinon, on va utiliser l'équation d'équilibre en tout point du volume. Et si on connaît en fait les valeurs de la fonction de gauchissement, on va pouvoir du coup, grâce à ça, en déduire ce que vaut J. Donc J en fait va être fonction de I0 plus une intégrale qui va être fonction de la fonction de gauchissement. Donc là, vous avez la démonstration, pareil comme d'habitude, dans les diapos de démo. Ça, c'est juste un petit rappel, hein, ce que c'est que I0, c'est l'intégrale sur la surface de la section de x2 carré plus x3 carré. Donc ça, c'est pas très très pratique pour trouver J, hein, c'est une méthode expérimentale, donc on ne l'utilise pas trop. Alors ce qu'on utilise par contre, c'est qu'on va faire une approche comme avec les fonctions d'Erie que vous avez vues l'année dernière. On va approcher non pas le tenseur, le champ de déplacement, mais on va approcher le tenseur des contraintes. Donc notre tenseur des contraintes, on va dire qu'il est fonction d'une fonction bêta, qu'on appelle la fonction de contrainte de Prandtl, et on va choisir cette fonction telle que la composante sigma 1, 2 ici soit égale à d de bêta sur dx3, et la composante sigma 1, 3 va être égale à moins d de bêta sur d de x2. Donc ça a une conséquence notoire très simple, c'est que cette fonction de Prandtl va automatiquement permettre de respecter l'équilibre en tout point du volume. Oui, parce que si vous écrivez la divergence de sigma, on n'a pas d'action de volume ici, eh bien, vous allez trouver que, tout simplement, la dérivée de seconde de bêta moins la dérivée de seconde de bêta, eh bien, va être égale à 0. Donc la divergence de sigma va être respectée en tout point. La deuxième propriété, c'est que sur le contour de la section, eh bien, la dérivée de cette fonction de contrainte doit être nulle. Donc c'est un choix arbitraire, en fait elle doit être constante. Hein. Donc on va dire que la fonction est constante sur le contour, et on va systématiquement faire le choix qu'elle est égale à 0. Ensuite, la propriété numéro 3 de cette fonction, c'est qu'elle est solution de l'équation de Poisson.
Donc le Laplacien, en fait, est égal à une constante. Et ce Laplacien, qui est égal à une constante, si vous menez les calculs jusqu'au bout, vous allez trouver qu'il est égal à moins 2G, le module de cisaillement transversal, fois de dθ1 sur dx1, qui est la torsion par unité de longueur de votre poutre. Donc, une fois que vous avez cette fonction de Prandtl et cette relation-là, vous allez pouvoir en déduire aussi une autre propriété, c'est que du coup, bêta est toujours fonction de g dθ sur dx1. Et vous avez un lien, si vous intégrez vos contraintes, le tenseur des contraintes qu'on a vu tout à l'heure, si vous l'intégrez pour obtenir le moment résultant interne, eh bien vous allez trouver que M1, en fait, c'est directement 2 fois l'intégrale double de bêta x2, x3. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour trouver J, puisque c'est ça qui nous intéresse? Eh bien, il faut déterminer bêta par la résolution de l'équation de Poisson. Voilà. Donc, vous avez en fait cette équation-là, il faut déterminer bêta directement en intégrant, en résolvant cette équation. Alors, en général, on le fait par méthode numérique avec des outils, soit MATLAB, soit Maple, et on va ensuite avoir comme condition limite pour lever nos constantes que la fonction de contrainte est nulle sur le contour de la section. Une fois que vous avez trouvé en fait bêta, vous pouvez trouver M1. Donc vous allez calculer M1. Et ensuite, grâce à la relation qui lie M1 à G de θ1 sur dx1, eh bien vous allez pouvoir en déduire J. Alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez en déduire la fonction de contrainte et vous pouvez donc trouver les contraintes tangentielles maximales sur votre section. Vous pouvez éventuellement, optionnellement, en déduire phi, la fonction de gauchissement. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour pouvoir approcher correctement en fait le moment quadratique en torsion, J, sur une section donc non circulaire. Alors, les résultats qu'on trouve, c'est que J, si vous avez une surface quelconque, alors ça c'est Saint-Venant qui a démontré ça, vous pouvez montrer que J est très très proche de votre surface exposant 4 divisé par 4pi carré I0. Alors si d'ailleurs vous vous amusez à faire ce calcul-là pour une section circulaire, vous allez trouver que dans ce cas-là, J est égal à I0, effectivement, directement. Donc pour une surface de quelconque, voilà, une section quelconque, vous allez trouver une bonne approximation de J avec cette relation-là. Si vous avez une section rectangulaire mince, ça peut arriver sur des profilés par exemple, ouverts, eh bien votre J est approximativement égal à E. LE, E c'est l'épaisseur de votre plaque, et le cube sur 3. Et si vous avez une section monocellulaire à paroi mince, alors là, c'est quoi en fait? C'est un grand mot pour dire que vous avez des tubes, quoi, mais pas des tubes de section circulaire, parce que sinon, là, vous avez J égale 0. Mais si vous avez des tubes de section non circulaire, par exemple un tube à section carrée, un tube à section rectangulaire, et bien à ce moment-là, vous pouvez calculer J, vous pouvez l'estimer en calculant en fait la surface aréolaire A étoile. Donc ça, c'est la surface en fait à l'intérieur de votre profilé. Votre profilé ici est représenté par la ligne moyenne qui est là. Voilà. Et bien, à ce moment-là, vous avez J qui est égal à 4 fois l'air aéroolaire au carré divisé par l'intégrale de dl sur E. C'est en fait le périmètre. L'intégrale de dl, c'est le périmètre, si E est constant, que vous divisez par E, l'épaisseur. Donc ça, c'est une autre façon de trouver J sur des sections monocellulaires à parois minces. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on peut enfin donc améliorer notre calcul d'énergie de déformation. On va trouver que l'énergie de déformation, c'est 1/2 de tout ça, mais on va remplacer le I qui est 0 qui était là par M1 carré sur G, J. Et ce J-là, eh bien pour le déterminer, il faut faire tout ce que vous avez vu avant. Voilà, on a terminé la partie sur les poutres. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de bien digérer tout ça. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on revoie plus précisément? Vous êtes tous assommés, visiblement. C'est ça? Non, non, ça va. Ça va? Ok. Alors,
effectivement, si vous aviez déjà vu les démonstrations, déjà vu les diapos de cours, je pense que là, vous n'avez pas dû apprendre grand-chose. Bon, vous avez beaucoup de démonstrations qui sont données, hein, donc vous pouvez les reprendre à tête reposée. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de calculer, euh, par exemple, dans les démos, il y a comment on calcule la contrainte de cisaillement pour les sections rectangulaires. Vous pouvez reprendre la démonstration pour essayer de bien la comprendre et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ensuite, de passer au calcul de l'aire réduite, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la diapo numéro 15 des démonstrations. Je vais vous la montrer. Euh, donc, où est-ce qu'il est? Ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de partir d'ici, là. Voilà. Donc, ici, on part de la relation que je vous ai donnée dans le cours, là, et on va chercher, donc pas à pas, en fait, ce que vaut cette répartition de contraintes de cisaillement en fonction donc, de la forme de la section. Donc là, c'est un cas particulier, c'est la section rectangulaire. Vous avez tout le déroulé pour arriver au résultat que je vous ai donné. Et une fois que vous avez cette fonction du cisaillement en fonction de x2, vous allez pouvoir l'injecter ici. Donc je la reprends en fait d'ici. Et vous allez pouvoir calculer l'énergie interne du cisaillement avec cette fonction-là. Et vous allez l'égaler à l'énergie interne T2 carré sur G avec cette fameuse R réduite là. Et c'est en égalant ces deux choses-là que vous allez trouver que AR, c'est 5 sixièmes de A. Donc ça, c'est vraiment une démonstration qu'il faut que vous maîtrisiez de façon à bien comprendre d'où vient ce coefficient 5 sixièmes. Alors je vous en parle maintenant parce qu'effectivement, ce coefficient 5 sixièmes, on va le retrouver avec les plaques. Voilà. Donc vous avez énormément de choses qui sont démontrées, hein. Vous avez le problème de Saint-Venant, donc toutes les équations de torsion ici. Vous avez toutes les démonstrations les unes derrière les autres. Par exemple, pour retrouver pourquoi est-ce qu'il faut que en fait, le Laplacien de phi doit être égal à 0. Voilà, bah, vous avez ça directement avec les calculs qui sont là. Ça part de l'équilibre avec la divergence de sigma. Vous avez la façon de calculer le moment M1, par exemple, aussi. Donc ça, c'est important pour retrouver cette relation-là. Bref, il faut bien voir que toutes les relations que je vous ai passées les unes derrière les autres, en fait, demandent plusieurs pages de calcul. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces pages de calcul pour voir comment on fait pour pouvoir passer d'une formule à l'autre. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est attaquer la partie de plaque dans le temps qui me reste. Donc on va changer carrément de registre. On va aller doucement parce que là, on va surtout faire la partie définition. Alors, je partage mon écran. Et voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, encore une fois, les plaques ont un lien quand même avec les poutres, puisque ce sont des structures élancées. Mais cette fois-ci, on va avoir qu'une des dimensions qui va être plus petite que les deux autres. Dans les poutres, c'était deux dimensions plus petites qu'une grande dimension. Là, c'est une dimension simplement plus petite que les deux autres. Donc, c'est encore des structures élancées, mais effectivement, beaucoup plus complexe, puisque cette fois-ci, on va avoir deux grandes dimensions. Donc l'objectif, c'est exactement le même que l'objectif avec les poutres, hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez à la fin de ce cours faire du dimensionnement avec des critères qui sont liés au chargement ou des critères liés au déplacement. Donc quand on vous demande des critères liés au chargement, bah, vous allez calculer des efforts internes et des contraintes. Et lorsqu'on va vous demander des critères liés au déplacement, bah, vous allez calculer des déformés ou des déplacements ou des rotations en un plan du plan moyen de la plaque. Alors, ici, je vais vous faire dans le plan d'abord une présentation des généralités et on va étudier d'abord les plaques épaisses. C'est ce qu'on appelle la théorie de Mindlin-Reisner ou Mindlin-Encke. D'un point de vue historique, cette théorie-là a été développée beaucoup plus tardivement que l'autre théorie que vous allez voir après dans les cas particuliers, qui s'appelle la théorie des plaques minces, dite aussi théorie de Love-Kirchhoff, en fait.
Donc ça, c'est deux messieurs et qui ont mis au point cette théorie bien avant, quasiment 2 siècles avant, en fait, la théorie des plaques épaisses, la théorie de Milne-Rachner. Mais étant donné que celle-ci englobe la théorie des plaques minces, je vais commencer par ça, c'est-à-dire par les plaques épaisses. Alors, comment est-ce qu'on distingue en fait un solide d'une plaque épaisse et d'une plaque mince? Eh bien, on va regarder en fait ce ratio-là. On prend les deux plus grandes longueurs de notre solide, L1, L2, et on les divise, on les multiplie entre elles et on les divise par l'épaisseur de ce solide, c'est-à-dire la plus petite dimension qu'on a dans notre solide, au carré. Si ce ratio en fait est plus petit que 5, ça veut dire que vous avez affaire en réalité à un solide. Donc là, ce n'est pas la peine d'essayer de faire un calcul en plaques, ça ne sert strictement à rien. Alors cette échelle-là est très importante pour les calculs d'éléments finis que vous allez faire plus tard, puisque c'est ce qui va vous permettre de savoir quel type de modélisation vous devez utiliser. Vous voyez par exemple en TP, on a une poutre en balsa qui ressemble un petit peu à une plaque. Eh bien, les gens me demandent tout le temps comment je modélise en fait mon solide là. Est-ce que je le modélise avec une plaque, avec une poutre? Est-ce que je fais une modélisation avec des éléments solides? Eh bien, ça, la réponse, vous l'avez ici. Vous calculez ce ratio L1 fois L2 sur H carré, et suivant là où vous vous trouvez, vous êtes soit en train de faire vous devez faire un calcul avec des éléments solides. Sinon, vous pouvez faire un calcul avec des éléments plaques qui seront dites des plaques épaisses, c'est-à-dire des plaques qui vont respecter la théorie de Mindlin. Et si vous êtes au-delà de 20 sur ce ratio, alors ça, c'est que vous êtes carrément dans le domaine des plaques minces. Et là, vous pouvez vous orienter vers la théorie de Love-Kirchhoff. Alors, il se trouve qu'un logiciel comme Abacus, alors, il va pas faire c'est pas lui qui va faire le distinguo entre solide et plaque. C'est vous qui allez choisir une modélisation solide ou plaque. Par contre, c'est lui qui va se permettre tout seul de changer de formulation si vous avez des élancements donc très très hauts. À ce moment-là, là, il va passer directement le calcul en plaque mince. Donc ce petit graphique-là, il ne paraît pas très important, mais en fait, il est très très bien pour pouvoir se repérer de quand est-ce qu'on doit faire une modélisation solide ou pas. Allez, on part dans les définitions et les hypothèses. Alors, il y a un parallèle en fait entre les plaques et les poutres. Les plaques en fait sont au coq ce que sont les poutres droites aux poutres gauches. Donc, ce qu'on appelle en fait une plaque, c'est quelque chose dont les surfaces planes sont parallèles. Alors c'est la partie plane hein, qui est importante, alors qu'une coque, ce qu'on appelle une coque, c'est une surface gauche parallèle. Alors, lorsque vous allez utiliser des codes de calcul éléments finis, pareil, vous allez pouvoir avoir soit des éléments type plaque, soit des éléments type coque. Alors, en réalité, les éléments type coque sont très très peu utilisés parce qu'ils sont très coûteux en temps de calcul. Donc, la plupart du temps, on utilise des éléments plaques. Donc, ce sont des éléments qui sont plans. Mais pour pouvoir quand même modéliser des choses courbées, ou des courbes gauches, de votre solide, eh bien, on va en mettre beaucoup. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de petits éléments finis plans pour pouvoir modéliser en fait votre géométrie si elle est gauche. On va rarement en fait utiliser des coques effectivement gauches. Donc là, tout le cours ici ne sera valable que pour des plaques, c'est-à-dire des surfaces planes parallèles. Hein. On ne va pas du tout parler de coques. C'est comme si je vous avais parlé que des poutres droites, par exemple, sans vous parler des poutres gauches. Ensuite, il y a un gros parallèle par rapport à ce qu'on appelle les contraintes intégrées. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais défini le torseur des actions internes avec les poutres, je vous avais dit on appelle ça aussi, ces composantes, les contraintes intégrées. Bah oui, parce que par exemple, N1, c'est l'intégrale sur la section de sigma A1 dA. Et donc, effectivement, on peut appeler ça des contraintes intégrées. Alors, il se trouve que sur les plaques, eh bien, on n'appelle pas ça un torseur de section, hein, voilà, on appelle ça des contraintes intégrées. Et donc, les contraintes intégrées, eh bien, ce sont en fait l'équivalent des composantes du torseur des actions internes. Donc, on va avoir des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu. Hein. Nous, on a vu ça. On a vu, par exemple, M1, M2, M3. Donc, ça, c'est des newtons par mètre. On a vu N1, T2, T3. Ce sont des newtons. Alors, il y a des petites différences quand même. On va voir des choses qui vont s'appeler M11, M22, M12 pour les moments, mais ce ne sont plus des moments simples, ce sont des moments par unité de longueur en fait sur les plaques. Et pareil, les efforts vont plus être des efforts, mais des efforts par unité de longueur. Donc ça va être des newtons par mètre, ce qui veut dire que les composantes en effort vont s'appeler N1, M22, N12, Q31, Q32, etc. Mais ça va être des efforts par unité de longueur.
Donc ça, c'est une petite différence avec les poutres. Vous voyez que dans les poutres, les moments étaient vraiment des newtons par mètre et les efforts vraiment des newtons, donc vraiment des efforts. Tandis qu'ici, on va avoir des newtons par mètre pour les efforts par unité de longueur, bien sûr, et des newtons pour des moments par unité de longueur. Donc tout va être amené par unité de longueur systématiquement pour les contraintes intégrées. Au niveau de la géométrie, donc là, on va être beaucoup plus simple puisqu'on est dans un plan, donc on n'a pas besoin d'avoir un repère de Freinet ou un repère, une base covariante, ce qu'on appelle en fait la base naturelle, hein, c'est ce que vous avez vu l'année dernière en MMEF. Eh bien, ici, on va directement avoir un repère local qu'on appelle L1, L2, L3, qui est tout simplement parallèle au repère global de la plaque qu'on va appeler E1, E2, E3. Donc ce repère local, on va le positionner avec comme origine le point M, et le point M appartient à ce qu'on appelle le plan moyen, donc le plan moyen de la plaque. Tous les calculs, en fait, vont se faire sur le plan moyen de la plaque. De la même façon, lorsque vous allez avoir un logiciel élément fini, les éléments plaques ici, eh bien, sont toujours définis par leur géométrie dans le plan moyen. C'est-à-dire qu'avec un élément fini plaque, vous n'allez jamais avoir à représenter l'épaisseur. Visuellement, vous ne verrez toujours que le plan moyen. L'épaisseur sera prise en compte dans les propriétés du matériau, en fait, mais pas du tout dans les propriétés géométriques de votre plaque. Donc ici, parce que c'est la première fois que je vous ai fait une plaque en 3 dimensions, et j'ai représenté le plan moyen, mais c'est comme pour les poutres, hein, les poutres, on ne les représente plus après en 3 dimensions, on représente toujours que la ligne moyenne, et bien là c'est pareil pour les plaques, on représente après que le plan moyen. Alors vous avez en fait également un point P qui est à l'intérieur de ma plaque, et ce point P va se déplacer suivant le segment MP, qui est perpendiculaire au plan moyen, et ça c'est ce qui va me permettre d'appréhender en fait par exemple les contraintes à l'intérieur de ma plaque dans son épaisseur. Donc ça c'est quelque chose que je vais pouvoir faire également. C'est exactement le point P, c'est le même que ce qu'on avait pour les poutres, c'était le point courant qui avait pour composante X2, X3 dans les poutres. Moi ici, la seule chose, il va être un petit peu plus compliqué, la seule chose c'est qu'il est en fait sur le segment MP. Le point M, bon, on l'avait appelé G en fait hein, pour les poutres. Donc là, il s'appelle M. Donc c'est en ce point que seront calculées les contraintes intégrées, exactement comme on avait calculé les composantes du torseur des actions internes en G. Bah là, on va tout calculer en M. Le point P, bah, il s'appelait aussi P pour les poutres, c'est le point courant. Hein, et sa composante, donc la différence, c'est que ici, ce point P ne va pouvoir varier que dans l'épaisseur. Il est forcément donc avec les mêmes paramètres que le point M qui est l'origine, donc il est forcément en 0, 0. Et la seule composante de P qui est non nulle, c'est X3. Et donc X3, vu que mon origine est sur le plan moyen, ben X3 va varier entre moins H sur 2, l'épaisseur, et plus H sur 2, donc l'autre demi-épaisseur. Voilà, donc c'est un repérage qui est assez simple et qui permet de bien comprendre comment on va faire notre modélisation plaque. Alors, les hypothèses sur les matériaux, je ne reviens pas dessus, c'est exactement les mêmes que celles qu'on a fait pour le 3D. Donc, je ne reviens pas dessus du tout. C'est même celle qu'on a fait pour la partie poutre. La seule chose qui va changer par rapport aux poutres, c'est que ici, notre tenseur des contraintes, on va faire qu'une hypothèse dessus, on va négliger en fait les composantes suivant l'épaisseur. Donc en fait, on va considérer que sigma 3,3 est égal à 0. Voilà, c'est la seule hypothèse qu'on va faire sur le tenseur des contraintes pour la théorie des plaques. Donc, tous les autres termes vont être prédominants par rapport à sigma 3,3. Donc ça, c'est quelque chose qui se vérifie expérimentalement. Alors ça va avoir des conséquences quand même sur la modélisation. Hein. C'est que par exemple, vous ne pourrez pas calculer le pincement d'un élément plaque avec un élément fini ou avec analytiquement. Ça, c'est impossible. Tout comme on ne pouvait pas calculer d'ailleurs le pincement d'une poutre. On ne pouvait pas pincer une poutre dans sa section, et ben on ne pourra pas non plus pincer une plaque. On ne pourra pas modéliser ce qui se passe effectivement suivant sigma 3,3. Comme d'habitude, on va rester dans les hypothèses des petites perturbations, donc on va être en HPP.
Et on va faire tout de suite une hypothèse importante. On va considérer que la section droite MP, avant la sollicitation, va rester un segment de droite après la sollicitation. Donc ça, c'était un peu la même chose que pour les poutres, où on disait la section droite va rester droite après la sollicitation. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu juste avant, qui n'est pas vrai justement dans la torsion. Dans la torsion des poutres non circulaires, eh bien, effectivement, on n'a pas ce respect-là. Donc ici, on fait cette hypothèse-là, section droite, MP, quelconque avant sollicitation, reste un segment de droite après la sollicitation. Ensuite, on va prendre exactement le même plan que pour les poutres. Donc, on va regarder la partie cinématique. Et là, on va retrouver quelque chose qui va vous parler, puisqu'en fait, la cinématique, c'est exactement la même cinématique que les poutres. C'est-à-dire qu'on va avoir non pas 3 degrés de liberté par point, on va dire par point du solide, mais on va ramener les degrés de liberté au point M, et on va avoir 6 degrés de liberté. Donc, les 3 premiers sont des degrés de liberté en déplacement, exactement comme pour les poutres, et les 3 autres sont des degrés de liberté en rotation autour du point M. Donc θm est un vecteur qui est représenté donc par cette flèche triple ici, donc θm. C'est l'équivalent du θg, hein, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Et le um, c'est l'équivalent de ug. Voilà. Donc on retrouve effectivement exactement ce qu'on a dans la formulation poutre. Donc on a 3 degrés de liberté en translation, 3 degrés de liberté en rotation. Alors ça va avoir une importance d'un point de vue élément fini. C'est que si vous faites par exemple appel à un calcul avec des éléments plaques, imaginez que vous voulez modéliser un encastrement, eh bien le fait de mettre UM1 égale 0, UM2 égale 0, UM3 égale 0 ne suffira pas. Il faudra aussi mettre θm1 égale 0, θm2 égale 0 et θm3 égale à 0. Voilà. Donc ça, c'est la grosse différence par rapport à une modélisation 3D. Dans la modélisation 3D, lorsque vous voulez bloquer un nœud, vous avez juste à mettre à 0 les 3 degrés de liberté en translation. Et ici, il faut rajouter la mise à 0 des 3 degrés de liberté en rotation autour du point M. Donc ça, vous retrouvez grosso modo ce que vous avez eu déjà avec les poutres. Le mouvement de corps rigide du segment MP, eh bien, tout comme avec les poutres, il va se déduire directement donc, par le portage du torseur cinématique. Donc U de P, ça va être UM pour la partie translation, plus une partie rotation qui va valoir PM vectoriel θm. Voilà, donc si vous avez un point P à considérer dans l'épaisseur de votre plaque, eh bien, vous allez pouvoir en déduire son champ de déplacement. Alors on peut le calculer, hein, c'est assez simple. UP, en fait, UM, ces composantes, c'est celles que vous avez juste vues avant avec les 3 degrés de liberté. Donc c'est UM1, UM2, UM3. Et ensuite, vous rajoutez PM. Donc PM, ces composantes, c'est 0, 0, moins x3, puisque MP, c'était 0, 0, x3. Vectoriel θm, eh bien, vous retrouvez ici les 3 degrés de liberté autour de M en rotation cette fois-ci. Donc, en tout point P de ma plaque, dans l'épaisseur, je vais pouvoir trouver son déplacement qui vaut UM1 plus x3 θm2 et UM2 moins x3 θm1 et UM3. Voilà, donc ça, je peux avoir mon champ de déplacement comme ça en tout point de ma plaque. Du coup, une fois que j'ai mon champ de déplacement en tout point de ma plaque, je peux calculer bien sûr mon gradient et donc calculer mes déformations. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va calculer les déformations en un point quelconque de la plaque, donc en un point P quelconque. J'utilise la même relation que j'ai utilisée avec les poutres, sauf que là on va être beaucoup plus proche du 3D, puisque ici je ne vais pas projeter sur aucun axe en fait mon gradient, en fait, hein, c'est pas la peine. Donc je vais avoir un tenseur de déformation qui va être quasi plein. Et pour pouvoir le trouver, j'ai juste à calculer le gradient de UP et lui ajouter la transposée du gradient de lui-même, de UP. Je prends le 1,5 et j'obtiens cette relation-là. Donc là, j'ai epsilon en tout point P. Vous voyez que le tenseur est quasiment plein. La seule chose que je ne sais pas calculer, puisque je n'ai pas d'information sur U3, en fait, ici, eh bien, je ne sais pas calculer epsilon 3,3. Voilà. C'est la seule chose que je ne peux pas faire. Et à ce niveau-là, on verra qu'on pourra le calculer
d'une autre façon. Donc ici, vous voyez que epsilon va dépendre de choses ici, donc M1 qui ne dépendent que de X1, voilà, donc, et mes autres composantes ici, en P, là où va intervenir, en fait, je veux dire, ma composante en P, c'est le X3 qui est là, le X3 qui est là, systématiquement, donc je vais avoir un X3 qui va me permettre de repérer mon point P. Si je fais X3 égale à 0, eh bien, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le tenseur de déformation en M. Donc effectivement, le tenseur de déformation en M, epsilon 1,1 en M, c'est bien D2UM1 sur DX1. Et vous retrouvez bien qu'en M, epsilon 1,2, c'est un demi de D2UM1 sur DX2 plus D2UME sur DX1. C'est les définitions 3D que vous avez vues. Alors, si effectivement vous vous placez hors du plan moyen, bah, vous avez ce terme-là qui va intervenir, qui fait apparaître ici les rotations autour du point M. Et ce terme-là aussi qui fait apparaître les rotations autour du point M. Voilà, donc ça c'est la seule différence avec le 3D. Cette relation, encore une fois, vous avez la démonstration dans la partie démonstration des diapos. On va simplifier un peu les écritures parce que là, bah, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec les poutres. Donc, on va considérer différentes parties du tenseur de déformation. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est dissocier les différentes composantes. On va regarder, par exemple, que les composantes du tenseur de déformation qui sont dans le plan L1, L2. Donc le plan L1, L2, pour rappel, c'est le plan moyen en fait. Donc ces déformations-là, on va les noter, epsilon 1, epsilon 2 et 2 fois epsilon 2, ça c'est gamma 1, 2, c'est la même chose. Eh bien, cette chose-là, en fait, on va les noter sous forme de vecteurs colonnes, comme ça. Si vous regardez bien, cette écriture-là ou celle-là est équivalente, hein, c'est exactement la même chose, sauf que ces vecteurs-là, on va les nommer. Alors, ce vecteur-là, ici, là, qui fait apparaître que ce qui va se passer dans le plan moyen, pas du tout hors du plan moyen, on va appeler ça le pseudo-vecteur de membrane. Alors, c'est un pseudo-vecteur parce qu'en fait, il n'a pas de signification mathématique, mais il a une signification mécanique. On va le noter D, et ce pseudo-vecteur de membrane, ici, ne fait intervenir que des déplacements relatifs dans le plan moyen. Par contre, le plus x3 fois ce vecteur-là, donc ça c'est ce que vous retrouvez en fait ici, par exemple, vous voyez, eh bien ce plus x3, voilà, lui, il va s'appeler le pseudo-vecteur de courbure, et lui, on le nomme kappa. Voilà, donc chaque fois qu'on va vous présenter le tenseur déformation, on ne va pas vous le présenter sous forme complète comme on fait comme ça en 3D, on va le décomposer en déformation dans le plan L1, L2 avec D et kappa. L'autre partie donc, qui nous intéresse, c'est la partie cisaillement. Mais ça, c'est le cisaillement hors du plan. C'est le cisaillement transverse en fait. Hein. Donc là, pareil, on va donc écrire les deux composantes qui sont epsilon 1,3 et epsilon 2,3 en fonction donc, de ces termes-là. Et on va trouver donc D2UM3 sur DX1 plus θm2, D2UM3 sur DX2 moins θm1. Donc c'est juste une réécriture en fait. Hein. On est en train de faire la même chose que quand on a fait les notations de Voigt, c'est-à-dire qu'on met notre tenseur finalement de déformation, non plus sous forme de composante dans une matrice, mais sous forme de composante dans un vecteur. C'est ce qu'on appelle la notation de Voigt. Donc ici, ce pseudo-vecteur-là de cisaillement transverse, il est noté gamma. Donc finalement, si vous regardez bien, on va pouvoir donc réécrire notre relation. Alors non, j'ai pas encore, je ne suis pas là, excusez-moi. Il nous manque juste une composante là qu'on n'a pas nommée, c'est epsilon 3,3. Bon, elle, on la laisse comme étant epsilon 3,3. Et elle, en fait, on pourra peut-être la calculer après, ça dépend des cas, mais on pourra la calculer parce qu'on va avoir la relation que sigma 3,3 est nulle. Donc on pourra en déduire en fait ce que vaut epsilon 3,3. Donc si vous avez, alors dans le cas où vous avez une loi de comportement, alors il faut avoir une loi de comportement élastique linéaire, hein, eh bien le fait d'écrire sigma 3,3 égale à 0 va vous permettre en fait d'en déduire ce que vaut epsilon 3,3 en fonction de epsilon 1 et epsilon 2,2. Voilà, donc ça je vous l'ai mis soit en fonction du coefficient de Poisson, soit en fonction de lambda et nu, donc les deux coefficients de Lamé. Voilà, donc effectivement,
on sait déterminer ε3,3 assez facilement dans le cas où on a une loi de comportement élastique linéaire. Bon, vu qu'on va rester dans ce type de comportement, ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc là, vous avez la définition du tenseur de déformation dans une plaque. Finalement, vous retrouvez quelque chose qui est assez proche de ce que vous connaissiez en 3D, sauf que vous voyez apparaître des degrés de liberté supplémentaires en rotation autour du point M. Une fois qu'on a fait ça pour les déformations, on va passer à la sténique, donc l'étude des contraintes. Alors, on va utiliser la loi de comportement de Lamé, classique, 3D. Donc, il n'y a pas d'hypothèse particulière, contrairement aux poutres sur lambda et G. On n'a pas de coefficients de Poisson nuls. Donc, on a ces relations-là entre lambda et nu. Et ça va nous permettre en fait d'écrire cette expression-là sous une forme matricielle. Pareil, on va mettre notation de Voigt. On va mettre les composantes de notre tenseur des contraintes sous forme de vecteur colonne, les composantes du tenseur de déformation sous vecteur colonne, et finalement notre tenseur de comportement qui normalement est un tenseur d'ordre 4, on va pouvoir, comme ce tenseur d'ordre 2 est écrit sous forme de colonne, et celui-ci aussi, on va pouvoir en fait l'écrire sous forme d'une matrice. Donc notre tenseur de comportement, il est ici, et pour les plaques, eh bien, vous avez ce tenseur de comportement qui va lier sigma 1,1, sigma 2,2, sigma 1,2 en fonction de epsilon 1,1, epsilon 2,2 et epsilon 1,2. Alors encore une fois, je vais distinguer en réalité donc deux parties de mon tenseur des contraintes. La partie qui se trouve dans le plan L1, L2 et la partie qui se trouve dans l'épaisseur, donc sigma 1,3 et sigma 2,3. Alors, si maintenant je note mon tenseur des contraintes, mais cette fois-ci non plus en fonction de epsilon, mais en fonction de mes déplacements du point M et de mes rotations autour de M, eh bien je vais trouver ces relations-là. J'ai simplement utilisé la première relation que je vous avais donnée, la relation 1,1, et j'obtiens directement sigma en fonction, cette fois-ci, des déplacements et des rotations du point M. Donc là, rien de très compliqué. Je suis reparti de là et j'ai remplacé epsilon 1,1, epsilon 2,2 par leurs valeurs en fonction des déplacements et des rotations autour de M. Et j'obtiens ça. Alors, en général, on ne l'écrit pas comme ça, cette relation-là. On va plutôt l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on va prendre les pseudo-vecteurs et on va les intégrer directement dans la relation. Ce qui fait qu'on retrouve ici mes différents pseudo-vecteurs, kappa, d et gamma. Et ici, vous avez en fait la matrice de comportement qui vous permet de passer directement des déplacements ou des rotations aux contraintes. Alors là, ce que vous constatez effectivement, c'est que le cisaillement transverse est constant dans l'épaisseur, donc ça va peut-être nous poser des petits problèmes. Alors, on verra ça plus tard. Maintenant, on va pouvoir, une fois qu'on a notre tenseur des contraintes, eh bien, on va l'intégrer et on va pouvoir calculer les contraintes intégrées. Alors, je terminerai par cette diapo et puis on reprendra là-dessus la prochaine fois. Donc, les contraintes intégrées, eh bien, ce sont des résultantes par unité de longueur des efforts internes au point M. Donc là, vous avez un petit cube qui est représenté. Alors, il faut bien comprendre ce schéma. C'est pour ça que je préfère arrêter sur cette diapo-là, de façon à ce que vous ayez du temps pour la revoir, cette diapo, et bien la comprendre, de façon à bien voir en fait ce qu'on va intégrer. Donc ici, ce qu'on va intégrer, on va considérer une facette de notre solide, qui est en rose ici, là. C'est une facette qui passe par le point M et qui a pour normale L1. Et donc, on veut chercher la résultante des efforts internes, qu'on va appeler R1, sur cette facette-là. Le problème, c'est que R1, en fait, ça va être une résultante par unité de longueur. Donc, cette résultante par unité de longueur, si on va avoir une vraie résultante, il faut la multiplier par dx2, c'est-à-dire la largeur de la facette. Voilà, c'est ce dx2-là. Donc, c'est pour ça que R1, en fait, c'est une résultante par unité de longueur. C'est ce que je cherche. Et donc, ce R1, il va falloir que je le multiplie par dx2 pour avoir vraiment un effort résultant.
L'effort résultant en question, bah ça vous connaissez cette relation, hein, c'est ni plus ni moins que l'intégrale de mon vecteur contrainte que j'ai appelé ici T1 pour dire qu'il était lié à la facette de normal L1, D2A1. Si vous voulez, vous pouvez remplacer sigma T1 ici par sigma fois L1. Sigma, le tenseur des contraintes, fois L1. C'est ce que j'ai fait juste après, ici. Donc si vous faites ça, vous allez trouver qu'en fait ce vecteur T, là, il vaut sigma A1, sigma 2,1, sigma 3,1 en composante. Le D2A1 qui est ici, eh bien, c'est ni plus ni moins que dx3, il est là en fait, hein, c'est dx3 fois dx2. Donc vous voyez que R1 dx2, en fait, c'est cette intégrale fois dx3 dx2. Si je ne m'intéresse qu'à la résultante par unité de longueur, je peux supprimer le dx2 qui est là. J'en avais besoin en fait pour pouvoir faire ce calcul-là, et j'obtiens que la définition de R1, c'est l'intégrale, du coup, il ne me reste plus que dx3 à intégrer, c'est l'intégrale en fait de moins h sur 2 à plus h sur 2 de sigma 1,1, sigma 2,1, sigma 3,1 dx3. Et ensuite la suite, bah, ce ne sont que des définitions, exactement comme on avait fait les définitions du torseur des actions internes avec les poutres. Donc vous avez la définition par exemple de N11, donc qui est une contrainte intégrée par unité de longueur, c'est l'intégrale sur l'épaisseur de sigma 1 dx3. Donc très facile à retenir. N11, c'est l'intégrale sur l'épaisseur de sigma 1 dx3. N21, pareil, c'est la même définition, c'est l'intégrale sur l'épaisseur de sigma 2,1 dx3. Il y a juste la façon de nommer, en fait, on ne dit pas N31, on dit Q31. Alors le Q veut dire qu'on est en cisaillement, en fait, on est en cisaillement transverse. Donc ça, c'est l'intégrale sur l'épaisseur de sigma 3,1 dx3. Donc si vous regardez bien, le lien finalement, si on reprend un petit peu la formulation poutre, eh bien en fait on avait R1 fois dx2, donc ça en fait c'est un effort, hein. Eh bien cet effort il vaut N11 L1 plus N21 L2 plus Q31 L3 fois dx2. Voilà. Donc on peut faire sauter le dx2 ici, c'était simplement pour vous montrer donc l'équivalence avec les poutres. Donc R1 c'est en composante dans le repère local lié à M, c'est N11, N21, Q31. Donc le seul truc qu'il faut retenir ici, c'est qu'effectivement c'est une définition, et c'est comme ça qu'on définit nos résultantes des efforts internes par unité de longueur. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, et puis on reprendra donc en ce point-là la prochaine fois.